parce qu'on a la chance extraordinaire, nos expériences marseillaises ont été un renouvellement complet et de tous les rêves qu'on pouvait rêver dans ce que Gatti appelait, là, sur l'affiche, la déterritorialisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'Armand Gatti est un auteur de théâtre, comme il disait, et Gatti, quand il disait théâtre, il faisait théâtre. Et en fait, le théâtre, c'était une sorte de cage fermée, réservée au principe de la bourgeoisie, et dans lequel un garçon de lutte de classe comme lui avait toujours du mal un peu aux entournures, et pour marquer que ça faisait du mal aux entournures, à chaque fois qu'il écrivait un texte pour le théâtre, il faisait tout ce qu'il pouvait pour que son écriture éclate les murs d'une telle structure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, quand il est viré du théâtre de Chaillot, quand il monte La Passion de Gérald Franco, Malraux lui dit « On vous vire, mais on vous donne l'argent pour monter votre pièce », mais en fait, aucun théâtre français ne voudra le prendre, même avec les sous pour monter sa pièce. Et donc, il comprend qu'en fait, il n'est pas bienvenu dans le théâtre français, et il s'exile à Berlin, où là, il va être beaucoup mieux accueilli. Voilà. Et donc, à partir de là, il marque il parle de déterritorialisation. Alors, pour ma génération, c'est un concept clé qui a été vraiment expliqué dans le livre de Deleuze et Guattari, L'Anti-Oedipe, où ils expliquent philosophiquement que maintenant, si on veut renouveler les institutions, la psychiatrie, les pratiques d'enseignement, etc., il faut les déterritorialiser. Ça veut dire ça ne peut plus rester, etc. Alors, c'est vrai que cette pensée de Deleuze et Guattari va avoir un gros impact. Il fait un peu chaud, là. Hein, il va avoir un énorme impact dans ma génération où chacun va effectivement... Et Gatti, à partir de Berlin, va être un auteur déterritorialisé. Alors, je parle de ça à propos de Marseille, parce que Marseille, les expériences qu'on va faire à Marseille, grâce notamment à Julien Blaine, c'est le maximum de ce qu'on pouvait faire dans ce type-là, parce qu'on fait d'abord à la Friche Belle de Mai une pièce qui s'appelle Adam quoi, dans lequel on va faire fonctionner tout un espace d'usine, mais aussi plein de lieux symboliques autour de la pièce. Ça tourne autour de Auschwitz, et on va aussi bien de l'école Yavné que dans des chantiers, que dans des théâtres, que dans la Friche. C'est-à-dire que c'est plus simplement un théâtre. C'est son rêve, ce qu'on a fait à Marseille, c'est toute la ville qui est mise en scène. Et la deuxième chose qui est plus symbolique, là, parce que ce n'est pas du tout un lieu de théâtre, c'est les studios de FR3. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la journaliste qui est venue ici du Monde qui me demande, mais aujourd'hui, qu'aurait fait Gatti par rapport à la montée du fascisme? C'est venu immédiatement, parce que qu'est-ce qui s'est passé quand on était à Marseille? Gatti venait d'apprendre que le Front National avait fait 14%. Et la presse avait écrit « Oh, mais c'est rien, c'est presque rien, ça va disparaître ». Et Gatti, au contraire, a dit « Mais 14%, mais c'est gigantesque ». Et à partir de là, il va décider de faire une pièce comme il n'en a jamais écrite avant, c'est-à-dire qu'en fait, toutes ces pièces sont centrées sur finalement, le concept d'amour chez Gatti, des gens qui l'aiment, quoi, sur Drouty, sur Rosa Luxembourg, sur Rudrich-Heimanhoff, etc. Et là, pas du tout. Il décide de faire avec 20 jeunes des quartiers nord, qui sont toujours suspectés d'être des objectifs alliés des fachos, parce que on appelle ça lumpenprolétariat, et donc avec eux, il va faire l'inventaire des fascismes pendant un an. Un an où le fascisme français, le fascisme italien, ce qu'il appelle le full fascisme allemand, mais en même temps, avec tout ce que ça
entraînait comme réflexion, comme pratique, parce que c'est vrai que le fascisme italien, par exemple, c'est très compliqué. Il y a Marinetti, il y a une des maîtresses de Mussolini qui est juive, qui a la pensée de Lazare et de la culture en Italie, jusqu'à aujourd'hui, qui ne va se séparer de Mussolini que quand il décide de faire l'alliance avec Hitler, elle se barre aux États-Unis. C'est très compliqué. Et il y a des structures culturelles de l'Italie actuelle sont héritées de ce qu'a mis Mussolini en place. Donc, tout est très... Mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec... Merci. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, effectivement, Gatti, pour faire comprendre ce que c'était que le squadrisme, leur a dit, vous prenez un manganello. C'était un petit bâton avec lequel... les fascistes paradaient dans les rues, faisaient circuler les gens, etc. Et donc, voilà, on va essayer. Alors, ils prennent ces bâtons, et la mise en scène commence à se faire comme ça. Et puis, tout d'un coup, ils se rendent tous compte, les jeunes et Gatti, qu'ils sont pris dans une spirale narcissique par rapport à l'utilisation de ces bâtons, que ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que si, tout d'un coup, on prend un tel plaisir à manipuler ces bâtons, c'est qu'on est droit dans la... Et donc, dans le spectacle, ça s'arrêtait. Donc voilà, on était obligé de s'arrêter, parce que là, il y a eu un problème. On était là pour avoir une position critique par rapport à ces bâtons, et en fait, on a trouvé que c'était un argument de mise en scène formidable pour faire avancer les idées, comme on faisait circuler les gens en Italie. Et voilà, donc c'est vrai que tout ce travail qu'il a fait, et on l'a fait dans un studio à FR3, effectivement, parce que l'idée, c'était que ça puisse être filmé sous tous les angles et que c'était dans une confrontation à l'image qu'on allait faire ce truc. Donc c'est vrai que Marseille, pour nous, a été un chantier incroyable. Et donc c'est pour ça que je donne la parole à Julien, qui a été une des personnes qui nous a permis de faire toutes ces aventures. Merci Stéphane. Merci beaucoup. En plus d'être un grand poète. Hein? En plus d'être un grand poète. Quand vous allez là, quand vous tournez comme ça, qui est M. Armand Gatti? Donc moi j'ai eu cette chance incroyable, étant jeune adjoint à la culture de Marseille, avec Robert Vigourou, un ramassis de dissidents communistes et d'exclus socialistes, et 2 libertaires dont moi, de me retrouver face à Armand Gatti, alors que je venais de récupérer la friche de la Belle de Mai, qui est une fabrique de cigarettes, et que l'État français voulait récupérer. Donc je l'ai acheté pour un franc symbolique, et c'est devenu l'endroit énorme que Armand a ouvert. Avec tous ces gens qui venaient de chez moi, de Marseille, et vous voyez quel genre de travail Armand Gatti faisait. Pour moi aujourd'hui, dans ce jour absolument terrible, où, à moins de miracle, on va voir arriver des choses exécrables, répugnantes et nauséabondes, c'est une chance, une fois de plus, une grande coïncidence que je me retrouve ici et là, aujourd'hui, pour Armand Gatti et pour cette histoire que nous avons montée ensemble dans tous les espaces qu'il désirait à Marseille, les friches, les magasins, les boutiques, partout. Ça a été mémorable. Aujourd'hui encore, c'est mémorable. En tout cas, moi, je n'oublie pas. Et les gens qui sont confrontés à ce qui va se passer risquent de ne pas oublier. Armand! Petite préambule. J'ai 82 ans. J'ai voulu me prendre pour un jeune homme, vendredi, et j'ai plongé de très très haut dans une piscine. Paf! Je me suis pété les tympans. Donc vous m'entendez, mais si après vous voulez discuter avec moi, il faudra qu'on se mette à part. Par contre, le miracle s'est produit, j'ai très bien compris tout ce que tu as dit. Armand, ami Armand! C'était la fin des années 80 sur un plateau de télé, de FR3 à Marseille. Tu m'avais enseigné la misère et les loulous chéris. Tu m'avais montré que cette misère avait de terrible et ce que cette misère avait de miraculeux. Et comment tu pouvais transformer par le dire, leur dire, ton dire, cette sauvagerie en tendresse. J'étais ébloui, abasourdi,
terrorisé. Et soudain, j'ai su. Alors au moment où j'ai ouvert pour Marseille, ses habitants de toutes les couleurs, ses artistes de toutes les origines, l'Afrique, je l'avais nommée, je t'ai appelé. Alors hier, c'est oui. Adam quoi? Après le chant d'amour des alphabets d'Auschwitz. Comment tu m'avais expliqué le projet? Comment tu me l'avais dit? Au milieu d'une ribambelle de stagiaires marseillais de l'association Culture Promotion Méditerranée. Tes loulous. Il avait là pour t'accompagner, pour accompagner la parole errante, tout ce qui était important à Marseille en ce tout début des années 80. La Maison de l'étranger, Radon Grenouille, le théâtre Trotsky, le théâtre Massalia, lieu public, le théâtre du Merlan, le Cubictu, Tactique, la Marseillaise et le système Friche Théâtre. Une question depuis notre première rencontre tourne dans ma tête. Un homme de réflexion nous avait interpellés. Hier, une femme de même qualité m'a une fois encore renouvelé cette même question. J'y réfléchis, puis je vais y répondre, m'y répondre. Tu seras le premier informé. Et voilà, je la relate. Comment tu dis, ou comment ai-je compris? En continuant à produire vos écrits, vous participez au système social, économique, culturel et politique de ce monde capitaliste et ignoble. Sous-entendu, arrêtez de produire. Jadis, nous étions censurés, au beau temps de la Free Press, à la fin des années 60 et au tout début des années 70. Par exemple, Sexe en prison avait été interdit. Par contre, il y avait des pages entières consacrées à la poésie dans les médias dits de référence. Le Monde, Libération, Le Matin, les Lettres françaises, Le Figaro littéraire, le magazine littéraire, Lire, etc. Et nous étions régulièrement sur les ondes de France Culture, voire de passage à la télé, au Cercle de Minuit, par exemple. Ils ont compris. Ils ont compris. Ils, les tenants de l'ignoble système socio-économique politique made in Occident. Désormais, tout est permis, récupérable et monnayable. L'art de rue est largement subventionné. Les tags entrent dans les musées et se négocient dans les galeries. Le slam est à la mode sur les ondes de toutes les radios avec son vieux cousin Germain le rap. Les tenants dans la bande dessinée et les pires inventions des directeurs littéraires, des bons éditeurs français sont considérés comme des auteurs incomparables. C'est préférable, incomparable. Même la performance est partout devenue spectacle à la mode, quelle que soit la discipline artistique dans laquelle elle opère. Ils ont même mis en place, développé, vendu et proclamé un art infantile dont le meilleur représentant est Jeff Koons, qui masque quelques rares artistes qui recherchent, inventent et montrent encore. Ils ont compris. Ils, les tenants de l'ignoble système socio-économique politique made in Occident. Ils ont diminué de tous leurs médias, éliminé tout ce qui touche de près ou de loin à la poésie. Adieu les chroniques dans Le Monde ou Télérama, bye bye les critiques dans Libération ou Les Incorruptibles, fini les notes de lecture dans le Sops ou dans le magazine littéraire, etc. À peine au début quelques ébauches dans les lettres françaises. Silence dans les radios et les télés. Ils ont compris. Et les tenants de l'ignoble système socio-économique politique made in Occident et ailleurs. Là est le danger, là est le danger, là est le danger, là est le danger. Ces auteurs insupportables, irrécupérables, illisibles, assourdissants, vulgaires et grossiers, qui non seulement sont libres, mais désirent faire acquérir à toutes et tous la liberté. Voilà Armand. Voilà Armand. Soudain, cela m'a sauté aux yeux. Ça a hurlé dans ma tête. Ça a passé dans mes narines. J'ai même un peu bandouillé. La poésie, c'est l'unique façon de résister. Comme preuve complémentaire,
il n'y a qu'à voir le sort qui lui est réservé par nos 11 candidats au présidentiel de 2017, ou par les salopards qui sont là, à part le Front populaire. Simplement, nous ne devons jamais nous mettre dans la peau d'un courtisan ou d'un cola bobo. Et contre vents et marées, gloire et picaillon, restez résistants. Par conséquent, j'écris encore, je m'exprime encore, je m'agite encore, je suis vivant et résistant. C'est ta leçon. C'est ta leçon, Armand. Et tu es vivant et résistant, encore et toujours. Voilà. Je me suis relu, et ma colère, qui elle est octogénaire, s'est calmée. Je me suis senti, et je me sens apaisé. Adam quoi? Adam quoi? Armand quoi? Armand qui? Qui sont les fils d'Adam? Où est vécu Adam? Quelle est l'histoire d'Adam? Où est mort Adam? Vraiment, avait-il près de 1000 ans à sa mort? Une paille! Une paille! Une paille! Être pas, et ne pas, et ne pas! Qui sont les fils d'Armand? Où a vécu Armand? Quelle est l'histoire d'Armand? Où est mort Armand? Vraiment, avait-il près de 1000 ans à sa mort? Alors le fils d'Adam écrivit à tous les déportés de Marseille. Alors le fils d'Armand écrivit à tous les déportés de Marseille. Et toutes les lettres revinrent. Toutes les lettres revinrent. Aussi bien celle dont l'émetteur fut Armand, aussi bien celle dont l'émetteur fut Adam, n'habite pas l'adresse indiquée. N'habite pas l'adresse indiquée. Une paille! Une paille! Une paille! Une paille! Une paille! Une paille! Où ont disparu les lettres d'alphabet perdues? D'où sont revenus les lettres d'alphabet tenues? Quels sont les mots? Quels sont les mots de la terre? Quels sont les mots de l'eau? Quels sont les mots de l'air? Ceux des fleuves et de la mer, ceux des vallées et des villes, ceux des cieux et des dieux. Une paille! Une paille! Une paille n'habite pas l'adresse indiquée. Quelle est ton adresse, désormais, Armand? Je dois t'adresser cette lettre. Une paille! Une paille! Une paille! Maintenant, je t'imagine discutant avec moi à l'ombre de l'arbre de ton choix, ou sur un rocher au bord de la mer à Marseille, où ton père fut docker, et nous parlons des guerres d'huile. Sujet inévitable que continue-t-on de dire avec ta parole, qui elle ne cesse de errer avant de dire. Tu ne dis rien? Tu ne fais rien? Je n'écris rien? Je ne publie rien? Tu n'as rien dit? Tu n'as rien fait? Alors maintenant, à 100 ans, que devrais-tu révéler? Après toutes ces années d'effacement, pour qualifier ce qui viendrait, qui ferait dans l'existant, qui serait dans le vivant, quelle que soit l'époque, cette époque, et l'état de la terre, cette terre, pourrais-tu faire confiance aux montagnes et aux océans, aux forêts et aux déserts, aux îles et aux névés, aux insectes et aux oiseaux, aux reptiles et aux primates, à l'artifice et à la nature, à la boue et au vent, à la chair et à la viande, à la peau et aux os? Que devrais-tu dire? Écrire ou faire? Devrais-tu? Ferais-tu? Le ferais-tu? Dois-tu commencer par la rature, raturer, effacer les ruisseaux, assécher les rivières? Armand, ta parole isolée, ou quelquefois en si humble compagnie, ou avec cette présence amicale, malgré sa force, est-elle de taille à convaincre et à vaincre?
la parole ignoble, libérée, la parole immonde, déchaînée, cette parole répugnante, si échangée, tant qu'on le portait sur les ondes de le papier. Après toutes les grandes ouvertures, ces désirs et ces accès à la liberté, ces tentatives, tout s'est refermé dans un fracas épouvantable, dans un silence terrifiant, plus rien ne s'ouvre, et les guerres s'épanouissent ci de là, et les régimes autocratiques se répandent, flics et dictatures partout, les fous sanguinaires sont au pouvoir, notre parole est clandestine, nous sommes mis au secret, privés de communication avec le monde, même avec nos proches. Seule la parole immonde, la parole répugnante, bénéficie de tous les accès à l'autre, à tous les autres, aux autres, eux-mêmes et à nous. Les flics et les dictateurs, les fous sanguinaires, sont maîtres des ondes et du papier. Là se multiplient leurs porte-paroles, là s'animent leurs porte-plumes. De leur bouche à leur langue chargée de merde, ils énoncent hors brouhaha, auditeurs et lecteurs sont attentifs. Personne ne pourra apporter la moindre contradiction à cette parole infecte et meurtrière. Comment contenir ma haine, ma colère, contre ces proférateurs du dégueulis verbal? Comment étouffer ces voix, les faire taire? Et maintenant, quand tu parles vrai, juste, humain, considère avec attention certains de tes interlocuteurs. Ceux-là ou celles-là ont été corrompus, convaincus par la parole putride. Et ils vont te juger comme revenant néfaste. Ils ont oublié la fraternité, rejeté la solidarité, effacé le droit d'asile. Comment ne plus les entendre? Comment les faire taire? Est-ce à moi aussi de disparaître? Ce que tu dis encore, ce que disent aussi tes amis, est si vrai, si juste, si conforme à ton éthique, que je ne comprends pas que les auditeurs fidèles à leurs ondes nauséabondes ou lecteurs de leurs papiers malpropres, salis, n'adhèrent pas aussitôt à ta parole. Et que les hommes publicistes immondes ne ferment pas leur sale bouche à jamais, que leur langue souillée s'immobilise définitivement au fond de leur palais. Quels que soient ces crimes, ces guerres, la fabrique du malheur ininterrompue, et les développements et l'épanouissement de la mort à Gaza et en Ukraine, ce qui arrive à notre planète Terre est pire. Air irrespirable, eau inconsommable, denrées empoisonnées, forêts dévastées par les transformations en pâturage, usines en folie aux échappements mortels. Ailleurs, par d'autres orifices, les particules, les poussières. Là, les oxydes de soufre, là, les oxydes d'azote, là, les composés organiques volatiles. Se présente alors une ribambelle d'animaux, debout, dressés sur leurs deux pattes arrière, comme des personnes humaines. D'abord le rhinocéros et l'éléphant, puis la vache et l'âne, le loup et le cerf, le cochon et le mouton, le bouc et encore quelques autres bêtes. Des fables sans morale. Derrière, quelques déshumanisés qui se sont mis à quatre pattes, nus comme des vers. Ils suivent. Ils vont vers le vestiaire où sont pendus leurs uniformes, vert de gris. Feldgrau. Feldgrau. Et devant moi, c'est lui qui a inventé cette histoire incroyable, d'écrire à tous les juifs de Marseille qui avaient été déportés, et toutes les lettres sont revenues. Tu te rappelles? C'est ce monsieur. N'habite pas l'adresse indiquée.
Et pour finir, évidemment, je ne pouvais pas ne pas finir avec la parole d'Armand en direct pour effacer, en tout cas montrer la sienne. Ça s'appelle La part en trop et c'est un extrait. Et c'est d'Armand Gatti. Lui, dans sa démesure, nous, derrière cette démesure, le suivant, image par image, sans jamais le trouver, mais sachant qu'il n'y a pas d'autre route pour se rendre sur les lieux de la bataille aux dizaines d'identités que celle du passeur. Une part libertaire en exil aux quatre coins du monde. Aux quatre coins du monde. Une part combattante sur l'horloge espagnole. Une part immigrée vers d'autres combats. Une part emprisonnée dans les passages des montagnes. Une part coincée dans les strophes de l'Internationale. Chaque fois, il y a une part en trop. Celui qui vient de l'autre côté du lac, le spectateur peut-il, à travers les morts de la guerre civile, tenter aux quatre coins du monde devenir son propre spectacle? Une part alouette montant à la verticale des lieux de la tuerie? Une part oiseau migrateur faisant le tour du monde? Une part rouge-gorge dans la rigueur hivernale? Toujours une part en trop. Le regard de coyote, verticalité de la mort, nommé sur les plans de tourisme entrée des incroyants, comme s'il s'agissait d'ajouter une part en plus au portrait robot. Le passeur fait de ces incroyants un de ses lieux de passage. 8 voyelles et 11 consoles bout à bout. Garde de l'histoire, garde pour dire qu'elle a encore un jeu qu'elle peut abattre. 3 pierres, essentiellement du vide, avec quelques tourbillons d'atomes. Plus le physicien avance, plus le réel devient insaisissable. Le réel est là. Et il n'y a rien. Mené par lui, la légende déborde quand même de tous les côtés. Celui des signaux de fumée sur la montagne. Il reste leur nom dans leur visage d'alors. La sentence de mort n'est pas entrée. Elle est restée au-dedans. Flamme blanche. Mort! Exil! Prison! Image après image, ils ont traversé tous les moments du portrait robot. La triangulation est née d'eux, avant de se multiplier. Les montagnes que traversent les révolutions perdues continuent à dérouler leur soliloque, en dehors de toute commémoration. Ceux qui, contre toutes les actes, se sont voulus trajet entier, voient les portes se refermer. Lorsque le chien de la mémoire s'aventure sur les ziggourats pyrénéennes, qu'ils ont eux-mêmes tracé une imprimerie sur le dos. La triangulation, ils ont continué avec le garrot et la rafale en pleine rue. La bataille, tous croient l'avoir gagnée. Eux seuls l'ont perdue. Impossible de retrouver des siens parmi des siens de s'y nommer. On les voit avec l'éternel part en trop, soudain mûrir dans une parole et avancer dans la nuit des robots. Mais qui avance avec eux?